D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Mohamed Ben Yaïch est un peintre tétouanais. Né en 1956 dans la ville andalouse, il y fut un fonctionnaire menant une vie de bohème, lui valant le surnom de Freaky, que tout Tétouan connaît et apprécie. Aimant la culture par-dessus tout, il eut une révélation en 1994 dans l'atelier de gravure de l'Institut français, comprenant qu'il devait s'atteler à la peinture. Commença alors pour lui une nouvelle vie qui le fit apprécier et reconnaître des milieux autorisés dans tout le royaume et l'amena aussi à voyager pour des résidences ou des expositions à travers le monde. Emblématique de l'art marocain pour le Japon, invité à 2 reprises aux États-Unis, puis au Canada, en Pologne, en Macédoine, bien sûr en Espagne et en France, où il fut l'hôte des prestigieuses résidences du musée San Fernando de Madrid, avec une bourse de calcographie, de la Cité des Arts de Paris, et par ailleurs au Maroc de la Villa des Arts de Rabat ou du MAC de Brièche. Entretenant l'esprit expressionniste si cher à une veine de la représentation dans le Sud, ami et héritier du puissant Mohamed Drissi, sa figuration dense et questionnante est désormais d'un ton qui fait autorité. Mais Mohamed Ben Yaïch n'avait pas attendu cette contingence pour faire ce qu'il avait à faire et peindre ce qu'il avait à peindre. Galerie Kant lui consacre une exposition avec l'autre artiste Abdelatif Mehdi, Mahajoun, mise en simèse par Selfati jusqu'au 27 novembre 2023. Alors, Mohamed Ben Yaïch, bonjour. Nous sommes à la Galerie Kent pour l'exposition Mahajoun. Pourquoi Mahajoun ? Pourquoi Mahajoun ? En réalité, c'est pas moi qui ai choisi le nom, c'est notre commissaire. Mais ça m'arrange. Parce que je crois que dans cette exposition, c'est comme une espèce de mélange. Un mélange entre 2 artistes, entre 2 univers. On était des amis, et puis 2 amis artistes, c'est un peu difficile. Donc, c'est comme le Mahajoun. 2 amis artistes, ça fonctionne à fond normalement, surtout quand il y a une telle ressemblance. Pas toujours. Parce qu'il y a l'ego, hein, on ne peut pas s'en passer. Je parle en général. Donc, chacun, il s'adapte à l'autre comme il peut, parfois positif, parfois négatif. Il faut faire très attention, ne pas mélanger. Mais tous ceux qui te connaissent savent que tu as beaucoup de personnalité, mais pas forcément un ego qui écraserait les autres. Non, c'est pas ça. Je suis humain. Je peux avoir un espèce d'ego qui va me faire tourner la tête. Je suis comme tout le monde. C'est normal, non? Je suis pas parfait. Donc, parfois, l'ego, il te laisse même pas bouger. Donc, il faut lutter tout le temps. Comme dans un mariage. Alors, comment ça se passe le mariage avec toi-même ? J'ai failli beaucoup de fois divorcer. Mais de toute manière, je suis jamais sûr de moi-même. C'est ça la vérité. Je suis encore en train de chercher ma voix, encore en train de chercher ce que je voudrais dire. Même mes idées ne sont pas claires, hein. Après 60 ans, 70 ans presque, mais c'est normal. Alors, est-ce que c'est le destin d'un artiste de ne jamais aboutir ? Oui, c'est ça, jamais. Et puis, ce que j'aime bien dans la vie d'artiste, c'est que l'artiste a le droit d'être triste. Donc, c'est une bonne étiquette, même si je ne le suis pas en général. Mais c'est ça. Mais
pour aboutir ou ne pas aboutir, ça c'est le problème de temps. Le plus important, c'est travailler. Moi, je ne vois que le moment. Même pas demain, même pas l'après-midi. Quand tu dis que tu doutes, pourtant ton œuvre, depuis des années, des décennies, est une œuvre identique. On sent que tu as trouvé. Donc tu doutes de quoi? Vous savez, Philippe, moi, la base de mon travail, c'est les cahiers. C'est là où je cherche les idées, où je fais des réflexions sur mon travail. Et ça se passe, je veux dire, lentement, jusqu'au moment où j'arrive à une idée que je veux développer sur une toile. À partir de là, c'est facile. Mais le problème, c'est avant, quand je suis en train de travailler sur les cahiers. Il y a un côté à moi qui ne veut pas changer, il y a un autre côté à moi qui veut changer, c'est ça le doute. Toujours, je me demande parfois si je peux faire quelque chose comme avant. Et ça me donne bon, on appelle ça de la force pour continuer. Sinon, j'aurais arrêté. J'aurais fait 2-3 peintures, essayé. Mais ce qui me fait continuer, c'est ça. C'est à chaque fois, je doute de ne pas pouvoir faire, pas du bon travail, non, mais faire moi-même. Quelque chose de vrai. Ouais, pas de mensonge. Mais c'est peut-être l'une des grandes qualités de ton œuvre, c'est que c'est une œuvre vraiment sincère, vraiment juste, vraiment honnête. Bon, le mot honnête, je sais pas. Mais en réalité, c'est le concept de ma vie. Moi, je préfère dire la vérité, montrer moi-même comme je suis, à moi le premier. Et cela me permet d'être, d'être vrai, d'être honnête et légal aussi, avec moi et avec les autres. Et je pense que à partir de là, on ne peut pas avoir de grands problèmes, sauf avec moi-même. Déjà oui, effectivement, tu sais où tu en es. Tout à l'heure, tu parlais de tristesse. Quand on observe avec beaucoup d'attention ton œuvre, elle n'est pas triste du tout. Oui, elle est un peu sereine, peut-être, ouais, mais pas triste. Parce que, bon, je vais t'expliquer comment je travaille plus ou moins. Moi, je travaille sur les idées, sur les souvenirs. Et comme vous savez, beaucoup de fois, les souvenirs ne sont pas vrais. Donc, moi, je pense que quand il y a un souvenir qui me touche, ça veut dire qu'il me touche avec un langage qui n'est pas le langage verbal. Il me touche avec une espèce de sentiment. Et là, je travaille. Donc, en premier lieu, peut-être que l'origine du travail n'est pas vraie, le souvenir dont on parlait. Et deuxièmement, comment je reçois, moi, cette charge ou cet effet. Je le reçois sentimentalement, plus ou moins. C'est pas verbalement, il n'est pas expliqué. Et là, quand j'ai compris tout ça, alors j'ai donné un nom à la peinture que je fais. Alors c'est une peinture primitive, mais avec une stratégie. Ça veut dire que je ne suis pas stupide. Mais primitif, je le fais comme les anciens humains qui dessinaient dans les cavernes et tout ça, sans une idée verbale. Parce qu'il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas même de la parole. Ça veut dire qu'ils faisaient leur dessin à travers une charge émotionnelle qu'ils ont vécue. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais quand j'ajoute la stratégie, bien sûr, maintenant, avec les moyens actuels qu'on possède, les outils, on peut permettre ça. Faire une sorte de peinture primitive, mais avec une stratégie. Alors quelle est la stratégie? La stratégie, c'est ça. C'est pouvoir arriver à l'autre directement. Par exemple, quand moi je fais une bouteille, on ne voit pas ce qu'il y a dans une bouteille. On ne sait même pas si elle est ouverte ou fermée. Dans les verres, on ne voit jamais ce qu'il y a dans les verres.
On ne sait pas s'ils sont pleins ou s'ils sont vides, s'il y a du vin, s'il y a de l'eau, s'il y a... Dans les cendriers, on ne voit jamais de cigarettes, même s'il y a un paquet de cigarettes là-bas. Ça, c'est une stratégie. On comprend. Ça veut dire que je n'explique pas. Ça se voit. Et aussi, ça permet de l'autre de fabuler, de faire une sorte d'histoire à lui avec ma peinture. Chacun y voit ce qu'il a envie. C'est ce qu'il a envie de voir. Il peut permettre de critiquer, de ne pas critiquer. Même, j'accepte tout. Alors tu parles de primitivisme stratégique. On aurait pu penser que tu es un héritier de l'expressionnisme, mais cette façon dont tu parles de retranscrire un sentiment à travers une stratégie, c'est peut-être là de l'impressionnisme, avant tout. Oui, on peut le voir de cette manière. Oui, oui. Oui, mais je me considère aussi comme un expressionniste parce que je gonfle les personnages, par exemple les mains, même les visages, même la manière de s'habiller, les hommes, même leur manière d'être debout. Les hommes, ils sont tous stricts, ils sont vraiment, ils ne bougent pas. Par contre, les femmes, elles bougent, elles ont les mains comme ça, elles peuvent s'exprimer avec leur corps. Tandis que les hommes, toujours avec leur costard, très strict, il n'y a pas de mouvement. L'autorité. Un peu comme ça, je ne savais pas ça. L'autorité, oui. Quelle autorité? L'autorité qu'on voit de dehors. Par contre, les femmes, quand elles bougent, c'est une grande autorité souterraine. J'adore ça. Ça, c'est nouveau. Hein. Il y a une grande tradition d'expressionnisme, de relecture de l'expressionnisme dans le monde arabe. Tu pourrais nous expliquer pourquoi? À travers ton expérience à toi. Moi, je suis rentré à l'art par accident. Même si, dans mon enfance, ma jeunesse, j'avais beaucoup d'amis artistes à Tétouan, on faisait toujours la fête ensemble. Avant 94, quelquefois, j'ai pris des couleurs, des stylos pour faire des trucs, mais non. C'était pas le commencement. Le commencement, c'est 94, quand je suis allé voir l'atelier de gravure de l'Institut français à Tétouan. C'est là où j'ai un coup de cœur. D'ailleurs, tu te dis graveur. Oui, bien sûr, j'ai commencé par la gravure, j'ai pas commencé par la peinture. Et ça m'a donné une raison pour vivre. Moi, j'étais fonctionnaire. Mais à partir de là, j'ai eu comme le wahi, comment on appelle ça? Quand le prophète, il reçoit. Une révélation. Voilà. Et en plus, il y a une anecdote. Moi, j'avais un grand-père, le père de ma mère. Il s'appelait comme moi, Mohamed Abdelouab. Et il est comme moi. Moi, j'ai connu des gens qui l'ont connu, qui l'ont connu. Et apparemment, il était comme moi. Et il était musicien. Il jouait l'oud. Et il est mort à 40 ans. Et moi, j'ai commencé ma vie artistique à 40 ans. Tu as pris le relais. En quelque sorte, j'aime bien cette anecdote, même si elle veut rien dire. Mais ça m'arrange. Comme si je continuais quelque chose qui est débuté avant. Et moi, je ne connais pas ce mec. Et voilà. Donc, quand j'ai trouvé, comme on dit, ma voix, ça y est. Alors, cette révélation, ça a été quoi? Devant quelles œuvres? C'est pas devant la machine à graver, c'est devant des œuvres, devant une possibilité, devant quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai compris une chose qui est vraiment claire. J'ai compris que je pouvais faire ce que je veux. Il faut que se consacrer. Et avec un peu de temps. Ça veut dire qu'il faut être patient, et ne pas être pressé, et travailler tous les jours. Et apprendre. Mais c'est se jeter dans le vide aussi, c'est extrêmement périlleux. Oui, bien sûr, on n'a rien à perdre. On a tout à perdre. Non, au contraire. Non.
Au contraire, à partir de ce moment-là, j'ai gagné tout, chaque fois. Sans le savoir. Peut-être les choses se sont arrangées pour que je continue. Par exemple, je vais t'expliquer. Un jour, l'atelier de gravure s'est arrêté à Tétaux. Ils l'ont ramené à Tanger. Donc je n'avais plus de possibilité de faire de la gravure. Et j'étais dedans, dans la voie. J'avais exposé, les gens aimaient bien mes gravures. Alors il fallait faire de la peinture et que les mêmes gens aiment les peintures comme les gravures. Et c'est pas facile, hein. Donc j'ai dû comme apprendre de nouveau tout. Parce que les techniques de la peinture, c'est pas les techniques de la gravure. Jusqu'au moment où ça peut aller. Je continue à apprendre, je continue à faire des choses plus intéressantes. Je vais te raconter une anecdote. Là, moi, je n'ai jamais appris à dessiner. Personne ne m'a appris à dessiner. Donc je continue à dessiner, Et puis, pas dernièrement, il y a quelques années, ou 2 ou 3 années, je me suis dit, ah là, la main droite, c'est dessiner. Faudra voir avec la main gauche. Je te jure, je dois te montrer le premier dessin que j'ai fait avec la main gauche. Et puis je me suis dit, les 2 mains, ouais, elles sont des sœurs. Je vais le faire avec le pied. Ah ouais, ça paraît pas grotesque, mais ça a marché. C'est la mise en danger, la mise à zéro en permanence. Oui, bien sûr, il faut toujours essayer ce que tu ne sais pas, pour pouvoir savoir si tu vas arriver ou non. Si tu ne fais pas une expérience, tu peux pas savoir. Alors il faut toujours, tu as une idée, tu dois l'adapter. Il y a quand même souvent dans le travail de l'artiste, il y a une mise en péril sur la forme, sur la façon dont il va travailler son œuvre, ce qui est une permanence chez toi. On sent que donc, comme je disais tout à l'heure, tu as trouvé ta voie. Donc cette mise en péril, c'est quoi? C'est de toi-même par rapport à ton œuvre, ou c'est tu mets les personnages de ton œuvre en péril, ou peut-être les deux? Il y a une chose que dans mon travail, que les gens ne savent pas, c'est que je ne rectifie jamais quand je fais le trait, parce que le trait, je le fais avec de la craie. Donc je peins sur le noir, et avec la craie, je fais mon dessin. Je ne répète jamais. Et bien sûr, moi j'ai un miroir à la maison, donc je peux voir les fautes et tout ça. Je les laisse, parce que je me dis que c'est moi qui les ai fait. Donc ça y est, je les accepte. C'est comme l'écriture. Tu vas me dire que tu n'aimes pas ton écriture? Oui, tu l'aimes, c'est ton écriture. C'est la même chose avec le trait. Si le trait il est à toi, c'est à toi. Il sort comme il veut. Il n'y a pas de jugement. Non, absolument. J'essaye de faire une réflexion, mais ça vient après. Quand déjà le tableau il est rempli, ou déjà on voit le final. Hein. Là oui, je fais des réflexions sur le tableau, comme ça, pour moi. Mais ça reste que pour moi. Je dis ça toujours. C'est comme un problème mathématique. Tu dois trouver la solution. Et bien sûr, il y a plusieurs voies. Celle-là, si tu essayes celle-là, ça marche pas. Tu essayes celle-là, ça marche pas. Tu essayes... Avec les couleurs. Les couleurs, moi, j'ai pas de problème avec les couleurs. Si j'ai le noir, je mets le noir. Si j'ai le bleu, je mets le bleu. Si j'ai le seule couleur que j'ai inventé plus ou moins, c'est la couleur verdâtre, la olive. C'est une couleur que je fais. Je la trouve jamais au marché. Mais toutes les autres couleurs, je prends les couleurs qu'il y a au marché. Je ne fais pas ma couleur, sauf celle-là. Est-ce que c'est un problème pour toi d'être obligé d'inventer quelque chose? Non. Non, juste avec cette couleur de
la couleur de costard. J'ai voulu que ce costard il soit un peu bizarre. Et donc cette couleur-là est allée avec. J'ai rien fait pour l'inventer. J'ai joué avec 2 couleurs et puis ça a donné. Et comme je n'oublie pas, je sais la quantité que tu peux mélanger. Donc beaucoup de fois ça me donne la même. Mais il y a des fois où je dérape un peu. Mais c'est la seule couleur que je fais. L'accident est important dans ce que tu as envie de faire. Ouais, très important. Parce que s'il n'y a pas d'accident, tu peux pas continuer. Et tu finis vite. Parfois, moi, je finis vite. Quand l'idée est terriblement, comment on appelle ça, impressionnante. Tu termines vite. Mais parfois, non. Parfois, alors, quand il y a des petits problèmes, c'est là où l'œuvre arrive rapidement. Moi, dans mon travail, au moins. Alors, quand tu as été face aux gravures, à Tétouan en 94, comment as-tu commencé à travailler? Quel procédé tu as pris? Quelle façon tu as utilisé? Qu'est-ce que tu as utilisé pour apprendre à dessiner et apprendre la gravure? Bon, la gravure, j'ai une chance terrible, hein, parce que le système de l'atelier de gravure à l'époque, c'était n'importe qui pouvait venir s'inscrire à l'Institut français et avoir l'accès à l'atelier de gravure. Et il y avait 4 ou 5 artistes, bien sûr des grands artistes, comme Guazzani, comme Drissi. Et puis il y avait d'autres artistes nouveaux, comme Shaer, comme Djamati, comme Mustafa Al-Yeswi. Ils étaient là. Hein. Et puis il y avait d'autres, comme moi, qui sont venus là-bas pour la première fois. Donc il y avait un mélange d'artistes confirmés avec des nouveaux artistes. Et c'était sympa, parce qu'il n'y avait jamais de problème. Donc tu pouvais apprendre de celui-là, apprendre de celui-là, apprendre de l'autre. Et il y avait un responsable de l'atelier, c'était un Français à l'époque. Bon, chaque année et demie, il y a un lauréat de l'école de beaux-arts de je sais pas où, de France, qui vient faire le service civil à Tétouan. Et donc il s'occupait de l'atelier de gravure. Donc bien sûr, lui, chaque fois, c'est un artiste qui a étudié la gravure. Il fallait qu'à demander si tu as des problèmes. Donc c'était comme une petite école. Inside, but I'm not one of those who can easily hide. Oh, well, I don't have much money, but boy, if I did, you know, I'd buy a big house where we both could live. Oh, live. If I were a sculptor, and then again, no, oh man, just sitting making potions in a traveling show. Well, I know it's not much, but girl, it's the best I can do. Do you see? My gift is my song, and it's here once for you. Can tell everybody that this is your song. Yes, all the words may be quite simple, but now that it's done, oh, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put
down in words how wonderful life is when you're in the world. Oh yes, girl. I sat on a roof, child, yes I did that. I kicked off the moss, but a few of the verses, you know they got me quite cross. Oh, the sun's been real kind while I wrote down this song. You see, it's for people like you that will keep it turned on. Excuse my forgetting these things I do. Well, you see, honey, I've forgotten if they're green or they're blue. Oh, well, in a way. Mais commencer par la gravure, c'est très difficile. En général, on finit par la gravure. Non, c'est pas difficile. Parce que il y a, comme je vous dis, il y a le trait et puis il y a la couleur. Donc il faut savoir comment mettre les choses. Et puis, il y a plusieurs techniques que tu peux apprendre et qui vont te permettre de développer ton style et ton travail. Moi, je crois que j'ai passé que 3 ou 4 mois. Et j'ai eu un contrat. Le premier contrat de ma vie. Beaucoup d'argent. Je croyais pas mes yeux. Un contrat de quoi? De faire des gravures pour un hôtel. Hayat Regency. Tais-toi. Pourquoi? Parce que moi, un jour, j'étais en train de travailler. Donc, bien sûr, tu fais la gravure à côté de la machine, dans le couloir, et puis tu as ta table là-bas où les gravures sèchent. Il faut contrôler. Donc, moi, je regardais comme ça et je voyais un couple d'étrangers qui étaient sur la table. Ils parlaient comme ça. Ils ont demandé à qui appartenait ce truc-là. Ils lui ont dit là-bas. Ils sont venus me voir. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un me dit ce que tu fais est très beau. Moi, j'étais tellement content. Alors j'ai pris la plaque, j'ai fait des couleurs différentes, j'ai passé à la machine et je leur ai donné la gravure, encore mouillée. Oui, ils étaient très contents. Vous ne savez même pas qui c'était. Et c'était l'architecte de l'hôtel. Ils sont partis, ils ont encadré la gravure. Donc après 4 ou 5 mois, l'hôtel est fini. Alors il y a une Hollandaise qui vient, c'est la responsable du mobilier. Elle fait le directeur, la décoration. Donc elle est venue chez eux à l'appartement pour parler de quelque chose. Et elle a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a dit, c'est une gravure. Ils ont raconté l'histoire. Elle a dit, je veux celui-là. Pour tout l'hôtel. Ouh. Dès 3 mois, t'es passé à un rythme industriel. Non, c'était pas... Ben, ça m'a donné... C'était 3 ou 4 sortes de gravures. Le directeur, il était tellement content pour moi qu'il me laissait travailler le dimanche. Le dimanche, c'est fermé. Et j'avais accès à... Et après, j'ai eu beaucoup d'ennemis à cause de ça. Forcément, le succès... Quand on voit ton travail, il y a une immense inquiétude qui règne parmi tes personnages. Une inquiétude qui ferait croire que tu es presque un artiste d'années difficiles, que tu as une vie très compliquée. Or là, tu nous dis le contraire. Mentalement, si on veut le dire comme ça, mentalement et spirituellement, oui, j'ai beaucoup de problèmes. Je pense beaucoup à tout, les choses qui sont sans réponse, les questions, les grandes questions. Qu'est-ce qu'on est, comment on est ici, c'est une charge émotionnelle qui arrive au travail. Mais il y a un autre côté de moi qui est un mondain. J'adore faire la fête, j'adore sortir avec les amis.
J'adore provoquer dans mes manières. Hein. Et vous savez. Provocateur très dérangeant, mais très gentil. Non, pas je provoque les gens parce que je fais le contraire de ce qu'ils me demandent ou ce qu'ils pensent me demander. Moi, je peux sortir avec un pantalon, avec de la peinture. J'oublie, bien sûr, mais je ne donne pas de l'importance au strict. Je ne suis pas élégant, non, au contraire. Moi, je préfère quand j'ai le pantalon de l'atelier. Tu préfères être vrai. Oui, bien sûr. Par exemple, à la Tétouan, je ne sors pas beaucoup, pas comme à Tanger. À Tanger, tu es obligé de sortir, de venir voir les amis dans les cafés. Mais à Tétouan, je suis très strict. Je me lève le matin, très tôt, à 8 heures, je suis dehors. Je monte de l'appartement à l'atelier. En chemin, à cette époque-là, j'ai des arbres de jasmin. J'ai pour couper le jasmin. Donc je coupe celles qui ne sont pas ouvertes. Donc je fais mon bouquet et je monte à l'atelier. Et je mets dans l'eau et je commence à travailler. Ah non, petit déjeuner, le travail, tout ça, faire à manger. Je fais à manger. Et puis le soir, parce que c'est une odeur subtile, c'est pas un arbre où il y a beaucoup de feuilles. Non. Il y a une qui souffre. Elle te fait place avec une odeur qui passe. Oh! Et tout de suite, ça s'ouvre. C'est ça mon programme. Et la nuit, je reste jusqu'à 10 heures. Parfois, ma femme passe me chercher et on descend. Mais tous les jours. Tu es très sérieux. Oui, dans le travail, oui. Très sérieux. Et je considère que les outils avec lesquels je travaille doivent être impeccables. Il faut les laver, il faut l'entretenir, qu'elles soient en forme. Et j'aime beaucoup. Par exemple, j'ai comme des tics. Quand je rentre dans un nouveau travail, j'aime bien que les pinceaux soient nouveaux. Comme ça, je me sens bien. Beaucoup d'autres artistes, je préfère travailler avec les anciennes pros. Voilà, non, j'aime pas ça. Un tic. Donc c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de rigueur. Ah oui, bien sûr. Sinon, ça marche pas. Parce que, en réalité, moi, avant de peindre, c'était dans les années 80. Je voulais être écrivain, faire de la poésie. D'ailleurs, j'ai 4 poésies chantées par mes amis et tout ça. Mais bien sûr, dans le temps, il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas de téléphone intelligent. Et il n'y avait personne pour te guider. Et puis j'ai oublié tout ça. Mais il est resté en moi cette attitude en face du travail, de toujours faire du travail le plus parfaitement possible. Parce que c'est ça l'image, ton image, elle est là. C'est de là qu'on apprend si vraiment tu es sérieux ou tu n'es pas sérieux. L'exigence. Moi, en plus, si tu vas voir mon atelier, toi, tout est organisé. Même s'il y a un petit désordre et tout ça, mais tout est organisé. On voit souvent sur les réseaux sociaux des photographies de ton atelier. Effectivement, c'est très bien tenu. Ouais, très bien. Où sont les pinceaux, où il y a les peintures, où il y a de l'eau pour faire les pinceaux. Il y a beaucoup, il n'y a pas un seul. Parce que les pinceaux, ils sont malins. S'ils ne sont pas bien nettoyés, il reste encore des débris de l'autre peinture qui est là. Et ça dérange. Alors, est-ce que c'est parce que aussi tu as justement une vie mondaine, dense, un plaisir de vivre, une soif de vivre, un besoin de vivre, qui fait que par contre-coup, tu as besoin de tout canaliser ça? Ça, c'est seulement dans le travail, dans la peinture. À part ça, dans les vêtements, rares que je trouve ce que je veux, sont tellement mélangés là-bas, et puis dans n'importe quelle autre chose. Non. Surtout parce que moi je considère que les outils avec lesquels tu travailles sont très importants. Et même, je crois qu'ils portent une vie, ils portent un esprit. Et donc il faut bien les traiter, pour qu'elles te traitent bien, comme l'empathie.
Donc, dans cette démarche très rationnelle qui est d'entretenir ton matériel, il y a une dimension un peu irrationnelle de magie. Oui, c'est ça, magique. J'adore ça. Donc là aussi, c'est important. Il y a un extrême qui est vraiment le canalisé, bien fait, mais il y a l'autre partie, celle que je t'ai dit, celle de primitif. Il n'y a pas de parole. Il y a quelque chose en moi dedans qui va sortir, qui va... Ça me rappelle surtout Le Petit Prince. Tu sais, les paroles de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Et tu crois qu'il te raconte une histoire d'un petit garçon, mais c'est pas ça. Il y a quelque chose qui est enfoui, que ces paroles-là expliquent, sans expliquer, sans mots. Toi qui es devenu un peintre d'une certaine façon emblématique d'une certaine figuration, comment as-tu vécu la longue période du diktat de l'abstraction? Au début, moi, quand j'essayais de faire de la peinture, je dessinais pas, je fais pas de dessin, je savais pas. Donc, je faisais un peu un mélange de couleurs, un peu abstrait, et parfois ça sortait, tu sais, comme si j'avais envie. Et, c'est pas parfois, la majorité du temps, sortaient des personnages là enfouis dans l'abstrait. Et je me disais, waouh, moi je sais pas dessiner, comment je vais arranger ça? Et puis peu à peu, bien sûr j'avais un complexe, comme tout le monde, de ne pas apprendre. Mais quand j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis, là au moins personne ne me connaissait. Alors j'ai essayé de faire de la figuration. Et tu vois que là-bas les gens ne me connaissaient pas, ils acceptaient cette espèce de figuration débutante, hésitante. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Que ça s'est passé tranquillement, sans un regard. Et j'ai acquis la confiance en moi-même. C'est une petite confiance en moi-même. Mais pourquoi as-tu eu besoin de faire sortir ces personnages de ce magma abstrait? Mais je ne sais pas, ils sortaient tout seuls. Et en plus, je me disais que un artiste, il doit faire des personnages. Parce que j'avais une idée folle de pouvoir mettre ces personnages et les mettre dans la vie avec nous. Voilà, allez. Wow. Parce que le truc abstrait ne me satisfait pas. Donc, il fallait apprendre. Et plus qu'apprendre, il fallait avoir confiance. On va parler des mains. Pourquoi les mains sont grandes? Bien, voilà. Moi, je l'explique de cette manière. De toute manière, les mains, quand j'ai commencé à les faire, elles grandissaient peu à peu. Parce qu'au début, tu sais, c'est le plus difficile à dessiner. C'est les mains. Et beaucoup d'artistes, ils essayent de cacher les mains, les mettre dans la poche, ou comme ça, comme ça. Moi, j'ai dit non. Je vais les faire comme je peux. Au début, elles étaient petites, avec des... Mais peu à peu, elles changeaient. Et je me rendais compte que je savais faire les mains. Et puis elles se développaient. Au début, elles étaient très longues, sans ongles. Et puis peu à peu, ça change. Et maintenant, elles sont un peu grosses. Elles sont plus longues, mais elles sont grosses. Pourquoi, je ne sais pas. Une signature pour dire « Regardez, je sais faire ». Non. C'est pour dire à moi-même que c'est possible. Le truc où tout le monde veut cacher, moi je veux pas le cacher, même s'ils sont pas parfaits. Au contraire, c'est ça, la marge de vérité. Donc j'enlève ce complexe. En quoi l'abstraction ne te satisfaisait pas, c'est ce que tu as dit? Parce que c'est quand même ce qui t'a lancé dans la peinture. Oui, exactement. Je n'aime pas. Sans raison, c'est pas... Parce que dans ma tête, peut-être je me dirais, moi je suis de l'école espagnole. Donc l'école espagnole, Velázquez, Picasso, Rembrandt, Goya. Donc tout ça, c'est des personnages. Et j'ai souhaité plus de... le plus fort de mon cœur, pouvoir faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils font ces mecs-là. Et je savais que je n'arriverais jamais. Mais il faudra essayer. C'est pour cela que l'abstrait ne
Je trouve que il n'y a pas mon cœur là-bas. Question de... Voilà, moi j'aime les personnages. C'est comme des caractères. Peut-être la peinture abstraite, il n'y a pas beaucoup de caractères. Quand tu vois du John Mitchell ou du... Comme on le connaît, mais si on ne le connaît pas. Mais je dis ça comme ça, mais... Est-ce que tu n'es pas en train de te créer une famille, ta famille d'esprit? Ouais. Ouais. Possible, hein? Parce que j'aimerais bien que quelqu'un me copie. Hein? Peut-être. Je vais l'appeler et on va travailler ensemble. Je vais travailler moi. D'ailleurs, c'est ma fille qui travaille maintenant. Elle fait presque les mêmes personnages, mais un peu différents. Tu laisses un héritage. Oui, j'ai jamais essayé de lui expliquer ou de l'animer. Mais elle est toute seule. Et je la vois qu'elle fait un effort. C'est très bien. Elle a fait même un atelier à la maison, elle travaille. Elle a commencé à vendre aussi. On est presque une famille. Alors, il y a cet artiste très rigoureux, avec une vie aussi très très dissolue, mais très dissolue volontairement, une soif de liberté qu'on retrouve d'ailleurs dans tes personnages. Ça, on en parlera à la fin de l'entretien. Mais chose qu'on ne sait pas, c'est que tu es un artiste aussi très international, voyageur. Japon, États-Unis, France, Espagne. J'ai eu la chance, une des chances que j'ai eues avec la peinture, c'est ça, c'est pouvoir voyager gratis. Jamais gaspillé un seul penny. C'est vrai, j'ai eu la chance de voyager beaucoup, de faire des expositions, quelques-unes très importantes, d'avoir des bourses. Une des bourses que m'a donné, si on veut l'appeler comme ça, de renom. C'est une bourse espagnole dans la calcographie espagnole, avec la faculté de San Fernando et le ministère de la Culture. 2006, 2007, je ne me rappelle pas. Faut voir comment les choses elles s'arrangent. Moi, apparemment, mon dossier a disparu en Espagne. Donc, ils ont appelé au directeur de l'Institut français espagnol. Donc, il m'a appelé à Téton, il m'a dit, Friki, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ton dossier a disparu. Tu n'as pas un double? J'ai dit, oui, moi je fais toujours un double et un triple. Donc, je lui ai donné le double, il l'a envoyé, on m'a accepté. On m'a donné le titre de professeur, de maestro. Pour moi, c'est une bourse de beaucoup d'argent. Et puis, j'ai travaillé là-bas, avec la photo, avec... j'ai eu pas mal d'expériences intéressantes. Ouais. Et tu as fait la résidence de la Cité des Arts à Paris aussi. Oui, j'ai fait la résidence à la Cité des Arts à Paris. 2001, l'année de Septembre 11. Ouais. C'est bien d'être arabe à Paris en 2001. Non. C'est à cause de ça que j'ai mis le nom de Mohamed à côté de Beni Aïch. Avant, je signais que Beni Aïch. C'était mon nom artistique. Mais à partir de septembre, j'ai fait Mohamed. Tu as compris à quel point c'était important d'être qui tu es, musulman. Ah ouais. Non, pas musulman. Non. D'origine. Ouais. Parce que pour moi, le musulman, c'est une chose très personnelle, où la religion, ça n'a rien à voir. Mais dans le contexte mondial, il faut qu'on sache d'où tu es. Mohamed est apparu, mais il y a aussi Friki. Oui, Friki. Friki, c'est un... Friki est né avant l'artiste. Friki, ça fait... Explique-nous l'histoire de Friki. Friki, nous, on était comme des hippies dans les années... fin des années 60, 70. Et puis, les amis... il y a un qui a commencé à m'appeler Frikish. Parce que j'étais tout le temps stone, avec les yeux fermés. Et comme j'ai des grands yeux, ça se voyait. Et au début, j'aimais pas ce nom. Frikish. Et peu à peu, ça a changé en Freaks. Freaky. C'est comme si tu dis fric à moi. Le Y. Et aujourd'hui, ma mère, mes enfants, ma femme, tout le monde m'appelle Friki. Et on me dit, pourquoi tu ne signes pas Friki? Je dis non, ça n'a rien à voir.
Le Freki, il est né dans les années 70. Freaky était poète. Ouais, voilà. Ouais, il était poète. La majorité du temps, on faisait que se balader, lire beaucoup. On lisait énormément dans le temps. Surtout, on avait un ami qui étudiait l'anglais. Mais lui, il achetait toujours des bouquins où il y a la traduction à côté, en français. Donc, lui, il lisait le premier, et puis il nous passait les livres pour qu'on le lise tous. Surtout la littérature américaine. C'est intéressant, c'est vrai. C'est quand même aussi des démarches très cultivées. Oui, oui, on croyait que ça. Nous, on croyait que c'est obligatoire. Chacun, après, il va choisir son thème. Bon, c'est les écrivains qui s'approchent. Moi, à un moment donné, je me suis approché de l'allemand Hermann Hesse. Oui, et de là, je suis allé avec Tagoré. Et là, j'étais un peu très, comment on appelle ça, très spirituel par rapport à cette partie du monde. Je trouvais qu'ils ont une attitude face à la vie intéressante. Les Chinois, ça veut dire quand ils ont besoin de Dieu, il y avait beaucoup de Dieu. Alors il lui promet de lui donner un demi-kilo d'argent. Ils prennent un demi-kilo de l'argent, ils font un tissu comme ça, et ils le font tomber à la rivière. Mais ils font pas tomber l'argent. Non, non, ils font tomber que le tissu. Parce qu'ils savent que Dieu, il a beaucoup de problèmes avec tous les gens qui lui donnent il va pas savoir à qui appartient celui-là ou celui-là. Et j'aime bien ce jeu-là avec Dieu. C'est comme si quelqu'un que tu connais. C'est pas quelqu'un avec lequel on doit avoir peur. Et je trouve que cette spiritualité, elle va avec moi. Familial. Familiale, voilà. Fraternelle, même. Alors il y avait Freki le poète, il y a eu Ben Yaïch le peintre, il y a eu Mohamed Ben Yaïch après le 11 septembre 2001. Poète, moi je t'ai toujours assimilé à Mohamed Choukri. Oui, je les connais. Nous on écrivait, tu sais, par exemple, quand tu lis le livre de Hermann Hesse et Demian, il te raconte un peu les étudiants et toute cette vie qu'ils font. Et là, nous aussi, on a voulu faire ça. On a voulu avoir un groupe d'amis qui va grandir ensemble. Il y a un intellectuel, il y a l'autre qui va être sûr pour la médecine. Vous comprenez? Et donc, cette idée-là, c'est comme une petite communauté. Et surtout, à Tétouan, dans le temps, c'était vraiment comme ça. On était très peu. Et il y avait Mohamed Drissi. Oui, oui. Oh, putain. Moi, avant de peindre, Mohamed Drissi, ils étaient trois. Hein. Ils étaient trois. Mohamed Drissi, Abdullah Qallash, après il a fait du cinéma, il était décorateur de cinéma. Il a fait même dans le Risala, le prophète, il a fait toutes les sculptures. Il vit encore. Et il y avait Abqadet Bouali. Celui-là, il travaillait sur le cuir avec un plume chaude. Donc, les trois n'étaient pas mariés. Ils étaient célibataires et ils louaient une maison ensemble. Par exemple, à Martil, à Mdik. Et moi, j'étais jeune parce qu'ils sont un peu plus âgés que moi. Et moi, comme ils faisaient toujours la fête chez eux, j'allais chez eux faire la fête. Mais j'ai jamais pensé à faire de la peinture. Je regardais. C'est comme une éponge. Et tu as pris le relais. Oui, ouais. Après, quand il est venu à Tanger, je me côtoyais. D'ailleurs, regarde, quand j'étais aux États-Unis, il y a un autre de Mohamed Drissi que personne ne connaît. Mes amis, quand je suis arrivé, j'étais foncé, je veux une galerie, je me dis, oh. On va t'envoyer au début chez quelqu'un. Moi, j'étais à Los Angeles. Ils allaient m'envoyer à Chicago, où vit ce Mohamed Drissi. Celui-là, il a fait, en 1958, le portrait de Grâce de Monaco. Donc, ils m'ont dit, on va t'envoyer chez Mohamed, et s'il dit que tu es artiste, on va t'aider. Il a signé? Oui.
Ils m'ont trouvé un atelier de gravure. C'était pour des femmes. C'était une église avec les machines, moteurs. Ce que je travaillais comme un fou. Grâce à ce monsieur. Mohamed Drissi est important dans ta vie. Oui, oui. Quel qu'il soit. Et tout le monde, maintenant, ils me disent que je me rapproche un peu de la peinture de Drissi. Ah, ouais, pour moi, c'est très, très bien, parce que, au moins, moi, je suis influencé par un artiste marocain. Les autres, non. Les gens avant moi, et ils sont tous influencés par des artistes de dehors. Donc, c'est un peu loin. Chez Drissi, il y a une véritable douleur, il y a une violence incroyable, qu'il n'y a pas chez toi. Non. Dans ton œuvre, il y a une frontalité, tes personnages sont ce qu'ils sont et ils assument ce qu'ils sont. Il y a une liberté colossale d'être ce que l'on est. Est-ce que tu en es d'accord? Oui, bien sûr, je comprends. Dans notre maison, dans notre famille, nous, heureusement, qu'on a la grand-mère, la mère de mon père. C'était une Espagnole. Donc cette femme-là, elle a changé un peu la donne de la famille. Parce que moi, mon grand-père, il était chambellan dans la partie espagnole. Son frère était aussi chambellan dans la partie française. C'était des gens dalmarzens, des durs à cuire. Mais l'espagnol, quand il est arrivé, il a comme fait de la magie. Il a calmé le jeu. D'ailleurs, moi, dans mes cahiers, j'écris qu'en espagnol. J'adore lire qu'en espagnol, même si je peux lire en français. J'adore voir les films en espagnol, sans le savoir. Et en plus, elle est morte en 86, et moi, en 2023, j'ai reçu la nationalité. Tu as vu que cette femme, elle travaille même morte? Tu viens de recevoir la nationalité espagnole. Même morte, elle travaille encore. Pour moi et pour la descendance qui va venir. J'ai une nationalité que je peux donner à mes enfants et mes petits-enfants. Comment expliques-tu cette espèce de sérénité, de force de tes personnages d'être là? Parce que c'est ce que je t'ai raconté, c'est dans la maison. Moi, par exemple, mon père, même si son père était dur avec lui, il a été dur avec lui. Mais avec nous, il voulait jamais être dur. Ça veut dire que moi, je sortais comme un ami. Lui, il préfère dire ça. Je l'accompagnais à un bar, on pouvait boire une petite bière ensemble. Il me disait devant les gens, qui est moi? Je dis, mon grand frère. Il adorait ça. Mais et l'éducation aussi. Ma mère, c'est une professeure d'éducation physique. Donc dans la maison, ou bien, pas obligé, non. On te pousse à faire du sport, ou bien on te laisse tranquille avec tes livres. Est-ce que c'est la pointe d'un art émancipé? Oh, non, je peux pas, non, je pourrais pas dire ça. Peut-être, j'ai de la chance, l'acquis, oui, j'ai de la chance. Mais pas plus, pas plus que des autres. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas de chance, ils sont normaux. C'est moi qui n'est pas normal. Quand je dis émancipé, c'est-à-dire avec une volonté de liberté, ils atteignent. Mais pas moi. J'ai trouvé ça dans la famille. Par exemple, notre père, il était sûrement dur, mais ça se voit pas avec nous. Il nous n'a jamais obligés ni à faire la prière, ni... Par contre, il voulait des résultats positifs, qu'on soit des bonnes personnes, des bons étudiants. Je n'ai jamais arrivé à lui donner cette satisfaction. Mais une éducation. Oui, là, oui. On a reçu une très bonne éducation. On manquait de rien, c'est ça la vérité. Mon père n'était pas très riche, non, mais c'était bien. Ils travaillaient les deux. Mon père était un ingénieur, ma mère professeur, donc... Déjà une famille émancipée. Et ma mère, jusqu'aux dernières années de 90, à partir de 90, ma mère sortait les cheveux à l'air. Puis j'ai des photos, quand elle venait se marier, elle était quand même avec les cheveux comme Aziza. Et mon père aussi, il s'en foutait carrément de... Mais bien sûr, le jour où je lui ai dit que je voulais aller aux Beaux-Arts, il a dit que non. Parce que lui, il préférait que je sois un médecin ou un ingénieur pour... Bien sûr. Et finalement, les Beaux-Arts t'ont rattrapé. Non. J'aimerais bien qu'il voit maintenant comment je suis. Ma mère, au moins, elle le voit.
Parce que moi, je suis le majeur de fils, et je suis le pire, celui qui n'a fait rien. Aucun diplôme, aucun... Mais quelle vie! Mais grâce à la peinture, j'ai retrouvé moi-même. J'ai retrouvé une raison de vivre. Tu sais, quand moi à la fin, quand j'allais prendre ma retraite, je n'attendais que ça. Je n'attendais que ça. Pour pouvoir avoir une nouvelle vie. Parce que je me consacre maintenant totalement à la peinture. Tu es un peintre tout jeune, en fait. Oui, bien sûr, j'ai presque 70. Mais j'adore. Ce 30e épisode de Détroit était donc consacré à la figure tétouanaise de la peinture, Mohamed Ben Yahish, dit Friki, autodidacte depuis 1994, dont l'œuvre emboîte l'univers légué par son ami Mohamed Drissi. L'entretien était organisé à Galerie Kent, à Tanger, en octobre 2023, à l'occasion de l'exposition Mahajoun, avec Abdelatif Mehdi, Selfati pour curateur, qui se tient jusqu'au 27 novembre à la galerie rue Jabba al-Wataniya. Merci à Aziza Laraki pour son accueil, ainsi qu'à Yasmine El-Badawi, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. L'accompagnement musical choisi par Mohamed Ben Yahish était signé Al Jarreau, Your Song, Van Morrison, The Last Waltz dans Caravan et Uriah Heep avec Ian Anderson interprétant le Circus de Jethro Tull.